Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième jeudi des webinaires des projets FAIR et Objectif Bluestone, tous deux inscrits dans le cadre de la programmation Interreg 5 France Wallonie-Vlaanderen, financée par le Fonds européen de développement régional. Je m'appelle Arnaud Fleurquin, je suis chargé de mission à Hainaut Développement, l'agence de développement de l'économie et de l'environnement de la province de Hainaut, et je suis également chef de file du projet Objectif Bluestone. Chaud devant, c'est le titre de ce webinaire que l'on vous propose aujourd'hui, qui portera donc sur le matériau chaud. Quelle est son origine? Comment est-il fabriqué? Pour quels usages? Voici quelques questions auxquelles tenteront de répondre nos deux intervenants du jour, avec un défi relevé en 60 minutes. Ce webinaire est organisé par un consortium de projets Interreg, dont le projet FAIR, le projet OBS, mais également le projet Compétences sans frontières et le projet Bâtissez 2. Ces webinaires invitent professionnels, mais également le grand public, à s'intéresser à une thématique particulière hebdomadaire avec l'intervention de différents experts belges et français avec lesquels vous pourrez directement interagir. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur l'icône de votre écran avec le point d'interrogation. Voilà, excusez-moi. L'icône en haut à droite avec le point d'interrogation, où vous avez la possibilité de poser directement vos questions durant le webinaire. Ma collègue Hélène en backstage s'occupera de traiter vos questions et vous apportera une réponse soit directement en privé, elle publiera aussi également vos questions en public, où vous avez également la possibilité d'avoir vos questions directement sélectionnées pour être posées en direct durant ce webinaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur les deux projets Interreg qui organisent ce webinaire. Le projet FAIR, tout d'abord, c'est un partenariat franco-belge regroupant Espace Environnement, le cluster éco-construction, le Forum pour le versant belge, l'ADUS, l'APES et les Compagnons du Tour de France pour le versant français. Ils œuvrent depuis 2016 à former, accompagner et inspirer tout professionnel, futur professionnel et porteur de projets, publics ou privés, aux multiples enjeux d'une rénovation afin d'aboutir à une solution économe en énergie, respectant la qualité patrimoniale du bâti, l'environnement, la santé des professionnels du bâtiment et des occupants. En bref, la rénovation efficiente, c'est plus qu'une approche énergétique. Ensuite, concernant le deuxième projet qui organise ce webinaire, il s'agit du projet Objectif Bluestone. Le projet OBS est un partenariat franco-belge regroupant Hainaut Développement, l'Agence Wallonne du patrimoine, la ville de Soigny pour le versant belge et pour le versant français, la communauté de communes Sud-Avesnois, Réussir ensemble Avesnois, le parc naturel régional de l'Avesnois et enfin la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse. Ces différents opérateurs œuvrent à la création d'un carrefour européen de la pierre bleue avec trois missions essentielles. L'amélioration du potentiel de croissance et la mise en réseau des acteurs économiques de la filière pierre bleue, depuis l'extraction en amont jusqu'au secteur de la construction, en passant par les transformateurs et également les prescripteurs. Mais nous allons maintenant présenter notre premier intervenant. Il s'agit de M. Benoît Lamens, architecte de formation et passionné par le patrimoine depuis toujours. Benoît a rejoint la direction de la formation de l'Agence Wallonne du patrimoine il y a 3 ans. Il travaille au pôle de la pierre qui regroupe l'ensemble des organismes de formation wallons au métier de la pierre. On citera notamment le Forum, l'IFA-PME, l'AWAP et également le CEFOMEPI. Bonjour Benoît. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Je vais diffuser ma présentation. Donc voilà, bonjour à tous. Eh bien moi, dans la première intervention, va être consacrée au cycle de la chaux. Donc l'idée, c'est d'un peu mieux comprendre d'où vient la chaux. Première image, c'était juste pour vous montrer, Arnaud vous a dit que je travaillais au pôle de la pierre, une petite image de centre de formation. N'hésitez pas à aller voir le site internet. On a pas mal de formations qui se déroulent là-bas. Et je rentre directement dans le vif du sujet. Et donc, le cycle de la chaux,
sa matière première, d'où vient la chaux. Et donc, pour comprendre d'où vient la chaux, un des premiers éléments, c'est d'analyser l'étymologie de certains termes. Et donc, si on va voir dans le Larousse le terme calcaire, on va voir que c'est un adjectif qui vient du latin calcarius, de calx, calcis, qui veut dire chaud. Et donc, et si on regarde dans d'autres langues, par exemple, le calcaire, en anglais, c'est limestone, en néerlandais, c'est kalkstein, et en allemand, kalkstein. Et on voit, voilà, que cette définition du calcaire, c'est toujours une pierre à chaux. Donc, si on veut produire de la chaux, il faut avant tout trouver une pierre calcaire. Comment se forment ces pierres calcaires? Où les trouve-t-on? Eh bien, c'est vraiment dans le milieu aquatique, c'est dans les mers, dans les milieux lacustres, que l'on appelle ça une roche sédimentaire, que différents organismes vivants, que ce soit des algues ou des petits animaux, se sont décomposés et il y a du calcium qui s'est précipité au fond de ces océans, de ces lacs, qui a été compressé pour former ces roches qui sont des carbonates de calcium. On va le voir, c'est la formule chimique, c'est le CaCO3. C'est intéressant de le savoir pour bien comprendre le cycle de la chaux. Et donc, c'est peut-être encore un peu obscur pour vous, mais en tout cas, pour les Belges et nos partenaires du nord de la France, tout le monde connaît bien la pierre bleue. C'est un peu notre pierre calcaire star en région wallonne. On va le voir, 96% de calcite, c'est une pierre qui est très, très riche en calcite. On le verra aussi plus tard, c'est important parce que ça va donner certaines caractéristiques à nos chaux. Et il faut imaginer que cette pierre, eh bien, elle est très ancienne. Elle s'est formée il y a 350 millions d'années. À cette époque-là, le territoire de la Belgique était encore dans l'hémisphère sud, c'était une mer tropicale, et c'est entre l'âge du Dévonien et du Carbonifère que se sont formées ces roches. Et d'ailleurs, si vous allez sur votre terrasse en pierre bleue ou si vous regardez bien dans des espaces publics, on peut encore retrouver les traces de ces fossiles. Ici, sur l'image, on peut voir par exemple un fameux nid d'abeilles qui est une coupe qui a été faite dans un ancien corail qui se situait au fond de cette mer. Et on verra que, par exemple, dans certaines zones, la pierre bleue est très riche en crinoïdes. Et donc, c'est la petite plante que vous voyez là. Et souvent, on retrouve des petits ronds dans la pierre bleue quand on coupe dans cette petite tige. Et donc, c'est une des caractéristiques de cette pierre calcaire. Alors, il n'y a pas que la pierre bleue, il y a des calcaires partout sur la planète. Il y a eu elle s'est formée à différents endroits. Il y a eu des mouvements tectoniques qui les ont apportés à différents endroits. Donc, on en trouve partout sur la planète et donc on a produit de la chaux à une échelle très très large au niveau planétaire. Et pour produire de la chaux, il faut commencer par extraire cette pierre calcaire. Et donc là, je vais vous parler de l'extraction. De nouveau, si je fais un zoom sur la région wallonne et on va voir que ça intègre le nord de la France, on a des calcaires un peu partout. Même au niveau de la Belgique, on va avoir des calcaires un peu partout, mais dans le nord de la région wallonne, on va retrouver les calcaires du Bruxellien. Dans la zone centrale, qui est très importante pour nous, on va voir, vous voyez cette grande veine bleue qui traverse l'écran, c'est les calcaires du Dévonien et du Carbonifère. C'est là qu'on retrouve nos calcaires les plus purs et en plus grande quantité en Belgique. Et donc, c'est des zones qui on va le voir, qui seront fort exploitées. Et alors, dans le sud de la Belgique, on trouve encore tout en bas les fameux calcaires sinémuriens, les pierres qu'on appelle pierres de Fontenoy. Pour ceux qui connaissent l'abbaye d'Orval, c'est toutes ces pierres qu'on trouve jaunes, qu'on trouve dans ces zones-là. Et donc voilà l'exemple. Si à l'époque on avait des petits gisements un peu partout il y a très longtemps, aujourd'hui on a vraiment une production industrielle de la chaux. Ici on voit la carrière de Mohat, un calcaire de Meuse, où on extrait des centaines et milliers de tonnes. Et on va le voir, en fait, la production de chaux, il n'y a qu'une part infime qui est destinée à la construction. Par exemple, ici, sur cette carrière-là, on va produire la supercalco, qui est une chaux aérienne, mais on va aussi produire de la chaux vive qui alimente beaucoup le secteur industriel. Ensuite, ici, un autre exemple, la carrière de Bocahu, chez nos partenaires du nord de la France, où là, c'est 120 000 tonnes de chaux vive par an. Et sauf erreur de ma part, il n'y a aucune fraction de cette chaux vive qui est utilisée pour produire de la chaux, mais elle est plutôt envoyée vers l'industrie, notamment environ sur la chaux vive produite, je pense qu'il y a 30% qui vont vers le secteur sidérurgique et qui servent comme fondant. Et donc, si tout cet univers des carrières vous intéresse, déjà là, vous pouvez scanner sur l'écran à votre téléphone ou en regardant à nouveau l'enregistrement du webinaire.
Et vous pouvez faire une plongée dans les carrières de la pierre bleue belge. C'est une autre activité de notre projet Objectif Bluestone, c'est qu'on vous emmène dans des lieux inaccessibles, au fond des carrières. Là, c'est l'exemple avec un jeune compagnon maçon, enfin des jeunes compagnons maçons qui étaient venus de France. Et donc, si ça vous intéresse, il suffit de vous rendre sur le site Objectif Bluestone. D'ici peu, on va lancer des petites visites virtuelles. Vous pouvez vous connecter par Internet ou on peut les organiser chez vous, suivant les conditions, avec des casques de réalité virtuelle. Donc voilà, je vous le disais, les chaux, on en produit de grandes quantités. Toutes ne sont pas destinées au secteur de la construction. Pour les chaux du secteur de la construction, ceux qui connaissent, on a les plus grands noms. On va voir dans le sud de la France Saint-Astier, Lafarge qui est aujourd'hui un très grand groupe, qui a des centaines de carrières partout dans le monde, mais qui a commencé là dans le sud de la France. On a les chaux du nord de l'Italie, ça, Ivo Segers vous en parlera bien mieux que moi, qui sont des chaux, justement des chaux hydrauliques. On a à Waslon et Beum également des chaux hydrauliques. Et puis, chez nous, on a les fameuses carrières de l'Ouast et de Carmeuse. Je vous ai dit, Carmeuse, la Super Calco, une chaux aérienne, on y reviendra. Et chez l'Ouast, la chaux Éclat, qui est également une chaux aérienne. Et voilà, quand est-ce qu'on a commencé à utiliser la chaux? Là, en fonction des ouvrages, les dates peuvent légèrement varier, mais on sait qu'on est au niveau du néolithique, chez les Grecs, juste avant l'Antiquité, où là, on commence à utiliser pour des enduits et des couches de finition de la chaux. Mais ensuite, c'est surtout les Romains qui vont développer cette utilisation de la chaux, qui vont découvrir qu'en mélangeant la chaux avec d'autres matières, des poudres qu'on va retrouver sur les volcans, on va pouvoir lui conférer des caractéristiques très particulières, notamment celle de prendre sous l'eau, alors qu'on le verra, la chaux aérienne ne réagit principalement avec l'air. Et on va utiliser très très longtemps la chaux. Il faudra il va y avoir un basculement qui va se passer au 19e avec Smeaton qui découvre que si on met de l'argile avec la chaux et on commence à maîtriser cette fameuse réaction hydraulique. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant cette réaction hydraulique? C'est déjà, ça prend sous l'eau et ça prend très vite. Et donc, toute cette accélération de la révolution industrielle va nous amener à nous tourner, pour cette question de vitesse, vers des lions plus hydrauliques. Vicat, je pense qu'Yvo en reparlera, va aussi marquer un tournant parce que lui va démontrer ces principes d'hydraulicité. Et puis, on va arriver à la période de l'après-guerre, à partir des années 50, où là, on doit reconstruire beaucoup. Et donc, par rapport à ces besoins-là, le ciment va s'imposer. Et ce matériau, cette chaux qui a existé pendant des milliers d'années, qui a été utilisé pendant des milliers d'années, va petit à petit tomber dans l'oubli. Et aujourd'hui, ça revient un petit peu et de plus en plus au goût du jour. Alors voilà, pour obtenir de la chaux, on va trouver cette pierre calcaire. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec cette pierre calcaire? Il faut lui mettre le feu, la calcination. C'était un vrai métier à l'époque, c'était le chaux-fournier qui, dans des fours qui pouvaient être des fosses, différents types de fours, allaient produire cette chaux. On en trouve encore aujourd'hui. Par exemple, dans le cadre d'un précédent projet Interreg, on a restauré l'ancien four à chaux de Vogenay, qui est un four à chaux à feu intermittent. C'est les premiers fours, parmi les premiers fours, où là, on empilait le calcaire, on faisait une voûte dans le bas et on mettait le feu en dessous. On faisait brûler l'ensemble des calcaires et on récupérait par la suite la chaux. Ensuite, des fours que vous devez connaître, près de Tournai, les fours à chaux du rivage Saint-André. Là, c'était des fours à chaux en continu. On allumait par le bas et on rechargeait des couches de calcaire et de charbon pour produire en continu de la chaux. Et alors, on arrive aujourd'hui avec des très gros fours rotatifs où là, pour produire toute la chaux vive dont on a besoin, le secteur s'est totalement industrialisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on part d'un calcaire pur, CaCO3, et qu'on lui met dans le four, qu'on monte la température à 900 degrés, le CO2 va s'échapper, et donc cette formule CaCO3, ce carbonate de calcium, va perdre son CO2 et va devenir CaO, un oxyde de calcium. C'est ce qu'on appelle la chaux vive. À ce moment-là, la chaux vive, elle est très réactive. C'est ce qu'on utilisait dans les fosses communes, ce qu'on utilise pour assécher parfois les sols. Elle réagit beaucoup avec l'eau et crée une réaction thermique assez importante. C'est ce qu'on appelle l'extinction de la chaux. Et donc voilà, si on rajoute sur cet oxyde de calcium, la chaux vive, de l'eau,
on va produire un hydroxyde de calcium, c'est ce qu'on appelle la chaux éteinte. On l'a éteint avec de l'eau. Cet hydroxyde de calcium, CaOH2, quand il se produit, il va dégager énormément de température. Et donc, quand on fait cette extinction, elle va nous amener à deux types de chaux. Dans les deux cas, on obtient, vu qu'on a utilisé un calcaire très pur, une chaux aérienne. Si on travaille avec un excès d'eau, qu'on la trempe dans de l'eau, on va obtenir une chaux en pâte. Et si on asperge une quantité juste suffisante sur cette chaux vive d'eau, on va obtenir une chaux aérienne en poudre. Et par la suite, c'est cette chaux en poudre ou cette chaux en pâte qu'on va utiliser pour des enduits, pour des mortiers, qu'on va remélanger avec du sable, avec de l'eau. Et en fait, cet hydroxyde, un petit problème de mise en page, pardon, cet hydroxyde de calcium, cette chaux aérienne, va réagir avec l'air. C'est pour ça qu'on l'appelle chaux aérienne. Elle réagit avec le CO2 et c'est la magie du cycle de la chaux. Ce CaOH2 se combine avec le CO2. Ça va émettre un petit peu d'eau et ça va reconstituer le CaCO3 qu'on va retrouver dans nos mortiers, dans nos peintures. Et donc, la boucle est bouclée. Le calcaire, qui par calcination avait perdu son CO2 pour devenir de la chaux vive, qui par hydratation, extinction était devenu cette chaux éteinte, va redevenir le calcaire par carbonatation. Et donc là, c'est de ça que va notamment vous parler, de ces grandes différences dont va vous parler Ivo Segers qui va faire la présentation suivante. Le cycle de la chaux, il y a une particularité, c'est la chaux hydraulique. La chaux hydraulique, en fait, elle est différente. Moi, je vous ai parlé du calcaire, d'un calcaire très pur. Ça veut dire si on travaille avec un calcaire très pur, 0 à 5% d'argile, qu'on le chauffe à 900 degrés, on obtient une chaux aérienne qui est une chaux grasse. Si on augmente un petit peu le taux d'argile, de 5 à 10%, on va obtenir ce qu'on appelle une chaux maigre, mais qui reste une chaux aérienne. Par contre, si on augmente ce taux d'argile de 10 à 20%, c'est notamment les découvertes de Smithon et de Vica, et qu'on augmente un petit peu la température du four, on va alors obtenir une chaux hydraulique. Et donc voilà, Ivo va vous parler maintenant de toutes ces applications de la chaux. Si vous avez envie et que la présentation d'Ivo vous donne envie de pratiquer la chaux, n'hésitez pas à vous inscrire. On organise un stage chaud à la fin du mois d'août, début septembre, et où vous pourrez aussi découvrir le matériau plus en détail, découvrir les mortiers de chaux, les enduits extérieurs, les finitions intérieures, des cours qui sont donnés par toute une série d'artisans qui maîtrisent bien le domaine. Voilà, j'en ai fini pour cette courte introduction. Je vais maintenant passer la parole à Ivo Segers. Juste le temps de changer nos présentations. Merci. Merci Benoît pour cette présentation de qualité qui a suscité quelques questions. Alors la première question, y a-t-il des précautions à prendre au niveau de l'utilisation de la chaux ? Oui. Mais au niveau de la chaux, avec la chaux vive, certainement. D'ailleurs, quand on éteint de la chaux vive, il faut vraiment se protéger. Mais quand on va utiliser la chaux, on va être moins confronté à ça. Mais c'est sûr que ça reste un produit qui va réagir avec l'eau. Même dans la chaux aérienne, il y a des réactions qui se font. Ça doit être humide et tout ça. Et donc, oui, il faut quand même se protéger. Il ne faut pas y aller à main nue. Et du coup, y a-t-il des précautions à prendre également avec les équipements de protection individuelle ? En termes d'équipement, je pense que des principes de base, lunettes et éventuellement pour les gens qui seraient sensibles, j'imagine des gants pour se protéger. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose d'accueillir notre deuxième intervenant. Il s'agit de monsieur Ivo Segers. Passionné par la matière, Ivo accompagne les prescripteurs, architectes et entrepreneurs sur les chantiers de restauration de patrimoine dans l'utilisation de la chaux. Son appui va du diagnostic d'intervention à la mise en œuvre en passant par l'écriture des conseils aux acteurs des cahiers des charges. À l'aide de supports illustrant ses suivis de chantier, Ivo enseigne également au Centre des métiers du patrimoine. Bonjour monsieur Segers, comment allez-vous ? Vous m'entendez ?
Voilà, on a un petit souci technique. Monsieur... Pas de souci. Je pense que vous m'entendez de nouveau? Oui, parfaitement. Ben, les doigts en l'air, alors je sais que tout se passe bien, alors c'est bien. Avancer, c'est pas grave. Tu descends. Ah voilà, parfait. Je suis un peu pas trop technique, alors c'est toujours bien pour démarrer derrière un écran. En tout cas, tout le monde bienvenue à la deuxième partie. On va parler maintenant des applications de la chaux, puisque en principe, comme Benoît vous a bien expliqué déjà, il y a un monde derrière immense. On peut utiliser la chaux dans beaucoup plus de domaines qu'on peut s'imaginer. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi je vais essayer de brancher mon petit wagon, d'accrocher mon petit wagon à la présentation précédente. Voilà, on a la chaux, comme on avait dit, c'est un nom pour multiples produits, puisque déjà, on avait parlé de la chaux aérienne ou la chaux grasse et la chaux hydratée, c'était la partie de Benoît. En effet, la chaux hydratée, c'est plutôt un peu industrialisé, tant que la chaux aérienne qu'on connaît, la chaux grasse, c'est plutôt des produits qui sont utilisés plutôt au niveau artisanal, qui sont des produits qui sont plus nobles, puisque la chaux a l'avantage aussi que vous pouvez la garder pendant très longtemps, et le plus qu'on la garde et le plus qu'on va mélanger un peu la chaux grasse, elle va se purifier d'elle-même, elle va devenir de plus en plus pure, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il existe encore, surtout en Italie par exemple, il existe encore beaucoup des endroits où les applicateurs peuvent s'acheter des chaux au choix de, disons, voilà, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans d'âge pour utiliser justement cette chaux sur différents endroits. Et la chaux aérienne plutôt utilisée comme produit primaire pour tout ce qui est décoratif. La chaux hydraulique naturelle, il y a une grosse différence entre une artisanale, une naturelle et une artificielle. Ce qu'on veut dire avec une chaux hydraulique naturelle, c'est qu'elle a en soi toutes ses propriétés hydrauliques et elle n'a pas d'adjuvant. Ça veut dire que par sa pierre, par sa provenance primaire, la pierre calcaire qu'on utilise, elle est déjà beaucoup plus riche en éléments argileux, comme a dit Benoît. Et c'est effectivement justement ça qui va donner une réaction hydraulique. Je vous montre déjà la pierre qui est fort différente. C'est une pierre qui est beigâtre, qui explique aussi la présence de, je dirais, entre 20, maximal 25% d'argile qui serait dedans. C'est une pierre d'origine, comme on dit, marne calcaire. Et on voit aussi que la cuisson peut être, selon les normes, maximum 1200 degrés. Maintenant, également, comme a dit Benoît, 1050 degrés, c'est la température idéale pour la cuisson, pour arriver à une pierre, une chaux hydraulique naturelle. L'application principalement de la chaux hydraulique, c'est dans la construction. Et là, on va découvrir ensemble que soient les différentes applications, les différents domaines où on peut aller découvrir la chaux ou utiliser la chaux hydraulique. Quand on revient sur l'évolution historique, on a déjà vu un tout petit peu ce que ça représente. Il faut savoir que la chaux, on a découvert les premières traces jusqu'à 4000, 4500 ans avant de notre période actuelle. Les premiers dessins, on a retrouvé même chez les Égyptiens. Alors, ça date déjà un bon bout de temps, 2500 ans avant Jésus-Christ. Et dans l'évolution historique, on peut dire que jusqu'à avant 1817, il n'existait que de la chaux. C'était le seul liant connu au monde, c'était ça qu'effectivement eux ils utilisaient. Pourquoi 1817? Puisque vous avez vu le nom de monsieur Louis Vicat. Monsieur Vicat, c'est lui qui était le premier qui a en effet découvert le ciment, enfin partiellement par accident comme on dit. Et partiellement, puisqu'ils étaient très intéressés à faire la découverte là-dedans. Et alors, entre la période 1817 et 1950, c'était la découverte, c'était en effet le petit ciment, on appelle ça gentiment le petit ciment, car à cette époque-là, on utilisait toujours encore un mélange de chaux et de ciment. Car M. Vicat lui-même, il disait, oui, faites attention, puisque on n'est pas certain que ce produit-là, il est parfait. Alors, comme il connaissait que la chaux comme liant, on mélangeait avec de la chaux.
c'est un peu juste l'inverse à ce qui se passe à l'heure actuelle quand je rencontre des gens au chantier où ils me disent oui, oui, vous avec vos petits sacs de chaux là, quand même un peu ajouter du ciment pour être certain que ça colle. C'est un peu l'inverse de cette situation-là, mais c'est plutôt l'ignorance ou le manque de connaissance de ces produits-là. Et alors, on arrive à 1950, où là, effectivement, on a commencé à produire du ciment gris, ciment blanc, en grosse quantité, et ce qui, pour nous, les chaux-fourniers, ça a quand même donné le fin, enfin, c'est-à-dire le fin de disparition définitive de la chaux. Enfin, j'ai mis 1950 pour 58 avec notre fameuse expo à Bruxelles, mais c'était juste pendant cette période-là qu'ils ont fait une immense promotion sur leur nouveau venu, c'est-à-dire le ciment gris, le ciment belge. Et alors là, effectivement, tout le monde se lançait dedans. C'était un nouveau produit. On avait une bonne base pour faire beaucoup de choses impossibles au préalable avec de la chaux, puisqu'on pouvait faire du béton précontraint. C'était des constructions immenses avec sans suspension pendant des très longues distances. Alors aussi, normalisation qualitative, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ceux qui travaillaient dans la chaux avant, ben, ils se sont lancés dans la nouvelle aventure. Et là, par exemple, les gros cimentiers en Belgique ont commencé de travailler en grosse quantité. Et comme on avait besoin d'un lion très bon marché et qu'on avait vraiment besoin pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, on avait besoin d'un produit bon marché, mais disponible en immense quantité. Ce qui n'était pas le cas avec de la chaux, puisqu'avec la chaux, effectivement, on avait des petites carrières et on avait un volume qui restait plutôt limité. Ce qui nous amène aux propriétés techniques de la chaux, il faut dire que il faut se poser la question plutôt, pourquoi est-ce que les matériaux traditionnels se comportent mieux, certainement dans la restauration, que tous les successeurs modernes qu'on a mis sur le marché? Eh bien là, pour ça, il faut voir un peu la construction elle-même et voir dans ce cas de figure ce que c'est la maçonnerie. On a une maçonnerie qui est composée, par exemple, comme vous voyez là sur la petite photo, ce qui est composé avec de la brique, la pierre naturelle, il y a un mortier de pose de cette maçonnerie, il y a un mortier de jointoyage, il y a un enduit probablement d'un côté ou de deux côtés ou un badigeon. Eh bien, dans des anciens bâtiments, on ne parle pas des vides ventilés et ce sont des murs qui sont monolithiques, comme on dit, ce sont des monomurs avec une maçonnerie pleine ou remplie à l'intérieur avec un peu les débris qu'ils trouvaient sur le site pour solidifier en effet la construction. Eh bien, tout ce mur, tout ce mur, ce complexe, va se comporter comme un composite. C'est-à-dire que ce mur-là va vous aider à gérer la vapeur d'eau qui est dans votre maison. Et qui va transporter, c'est quand même une bonne quantité d'eau en litres, qui va transporter à travers justement de ce complexe de composite, et il va l'amener vers l'extérieur du mur, et là où il va déposer en effet, en amenant aussi les sels de construction qui sont dans le mur, et alors tout le complexe sera libéré de cette vapeur d'eau. C'est très important. On va revenir à la fin de ma présentation avec quelques belles photos pour vous expliquer ce qui se passe si vous allez bloquer des anciens murs monolithiques, si vous allez mettre des plastiques sous forme, par exemple, d'un ciment ou d'une peinture acrylique à l'extérieur, vous allez voir ce que ça donne comme dégâts au niveau du mur même. Mais bon, voilà, première chose à savoir, c'est que ces murs, dans maçonnerie pleine, ils ont besoin effectivement de rester ouverts à la vapeur d'eau. La chaux traditionnelle dont on parle, étant la chaux aérienne ou même la chaux hydraulique, c'est considéré comme un lion doux. Enfin, ça ne veut pas dire que vous pouvez la manger, mais ça veut quand même dire que c'est un lion qui est beaucoup moins réactif, beaucoup moins agressif plutôt que par rapport, par exemple, par rapport au ciment. Par rapport à ses voisins et à ses collègues ciment, il est plus faible à la résistance à la compression. Mais en tout cas, si vous regardez autour de vous, vous allez voir que tous les châteaux, tous les cathédrales et tout ça qui sont debout, ils n'ont pas quand même beaucoup souffert des intempéries. Alors ça veut dire qu'au moins de solidité, la compression est largement suffisante.
on enregistre plutôt une moyenne de 9 newtons comparé au ciment, par exemple. Un ciment, ben, il va avoir entre 17 et 19 newtons. Ce qui est marrant parce qu'on ne s'est jamais posé la question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette 17 ou 19 newtons au niveau de compression? Voilà, maintenant on se rend compte que c'est effectivement non. Ça veut juste dire que votre produit qui sort d'un cimentier, ben, enfin, quand ça sort de leur four, c'est 17 à 19 newtons, basta. Dans notre cas, c'est 9 newtons, mais largement suffisant pour vous assurer une bonne résistance, et aussi toujours plus bas que la résistance que vous allez avoir de la pierre. Ça veut dire que dans un cas de figure où il y a un affaissement, un tassement, comme vous voyez aux petites photos là de l'autre côté de la présentation, vous voyez là qu'il y a eu lieu un affaissement, c'est-à-dire il y a eu une des colonnes qui est descendue par un mouvement, enfin un genre d'affaissement dans le terrain, et alors vous voyez bien qu'au niveau de la maçonnerie, ben, il n'y a rien qui a bougé. Tout a bougé, je dirais, sous forme de vagues. Mais ça n'a pas cassé, il n'y a pas de briques qui sont cassées, mais en effet c'est grâce au joint à la chaux qui a fait, qui est plus souple que la brique elle-même et qui ne va pas endommager la brique et qui va tout doucement suivre en effet le mouvement de tout le bâtiment. Autre chose, ben, comme on a juste remarqué, grande flexibilité, l'aérienne comme la hydraulique, surtout dans les tassements du bâtiment. Ce qu'on remarque très souvent dans les anciens bâtiments, c'est que si vous regardez bien, quand il y a eu une fissuration dans un vieux mur, vous allez toujours remarquer que la fissuration se fait graduellement, c'est toujours en forme de cascade. Vous n'allez jamais voir des briques qui sont carrément cassées à travers, c'est toujours autour de la brique que le joint commence tout doucement à se lâcher. Ça, c'est de nouveau une raison pourquoi la chaux elle est beaucoup plus flexible. Aussi, un durcissement lent par rapport aux enduits, aux mortiers, aux bancs de ciment. On a la carbonatation qui prend assez longtemps et la réaction hydraulique qui est moins agressive que par rapport à nos produits actuels sur le marché. Le retrait s'arrête avant le durcissement, ce qui veut dire que dans un cas de figure où vous allez couler une grosse dalle dans un bâtiment, vous n'êtes pas obligé de mettre partout des joints de dilatation puisque, en effet, le retrait va s'arrêter avant que le mortier soit durci, contrairement à ce qui se passe dans une dalle en béton, par exemple. Et alors, important, il y a une énorme porosité du produit, ce qui veut dire que ça laisse de la place pour les expansions des gels et des sels qui sont dans la matière. La photo supérieure, vous voyez, ça c'est une photo de la chaux, d'un enduit chaud, et en bas, vous voyez en effet le même, mais avec du ciment. Vous voyez aussi partout, il y a des petits pontages qui commencent à se faire et pendant son durcissement, les pontages, le nombre de pontages va augmenter énormément et va amener vers des zones incroyables. Si vous voyez que le facteur mu, ça veut dire le pourcentage d'être ouvert à la vapeur d'eau de la chaux, elle se promène plutôt vers 8 en moyenne. Mais on peut dire que la chaux, le ciment, il va être à 50 au moment de sa pose, mais il évolue vers 30 000 après un an. Ça veut dire qu'on est vraiment très éloigné d'être ouvert à la vapeur d'eau, puisque 1 est considéré comme la meilleure valeur qu'on peut avoir. Dans les domaines d'application, voilà, là on a un gros paquet que je peux vous montrer. On va essayer de se limiter quand même avec quelques photos pour vous montrer en réalité comment est-ce qu'on peut travailler. De nouveau, il faut se poser quelques questions quand même, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un bâtiment du patrimoine, c'est-à-dire un tout vieux bâtiment où on doit respecter vraiment toute la mise en œuvre originale. Pour nous, très important, c'est de savoir de quand date ce bâtiment. Est-ce qu'elle date de 1945 ou après 1945? La raison, je vous avais déjà touché un mot là-dessus, c'est qu'à partir de 1945, on a commencé à travailler beaucoup plus avec des vides ventilés dans les constructions. Et alors là, le mur va se comporter complètement différent que par rapport à les anciens murs. Alors, une raison de plus pour que toutes les anciennes maisons d'avant 1945 ou construites avec un système monomure soient traitées et soient restaurées avec un bon soin et avec des produits qui sont ouverts à la vapeur d'eau.
Notamment, on travaille beaucoup avec de l'argile comme enduit intérieur, on travaille beaucoup avec de la chaux comme mortier des jointoiements et comme mortier d'enduisage. Est-ce que c'est une maison moderne ou récente? Est-ce que ça veut dire qu'on exclut l'utilisation de la chaux? Ben, non, non, d'après mon avis. On ne va pas du tout exclure l'utilisation de la chaux, puisque dans les maisons modernes, heureusement, nos maîtres d'ouvrage, nos protecteurs, enfin, les propriétaires des maisons ou les constructeurs, ben, ils veulent quand même travailler avec des produits qui sont des produits naturels, beaucoup plus. Et alors là, effectivement, on a quand même une bonne raison pour travailler à la chaux. Dans ces cas de figure-là, on peut travailler pour les propriétés de santé et de nouveau pour avoir une perméabilité à la vapeur. D'autre part, beaucoup de maisons maintenant, ben, ils sont étanches à l'air. Alors effectivement, la chaux, elle est aussi étanche à l'air, mais elle laisse quand même passer la vapeur d'eau à travers. C'est une question aussi de mentalité. Il faut savoir que on avait parlé justement dans la conception, dans la production de la chaux, qu'il y a un dégagement de CO2 en phase de cuisson et qu'il y a une récupération de cette CO2 quand la chaux commence à faire sa carbonatation. Ça, c'est entre autres une des raisons pourquoi c'est très important de travailler avec des produits qui ont plutôt un bilan carbone neutre que par rapport à les produits qui sont énergivores et qui vont dégager plein de CO2. Voilà, si on commence notre petit voyage, ben, j'ai pris quand même un petit dessin d'une maison médiévale pour que vous puissiez voir quand on démarre de sol et qu'on va arriver, enfin de la cave et on va arriver jusqu'au grenier. Dans les caves, ben, on doit faire attention effectivement au sol, on doit faire attention aux murs et on doit faire certainement attention à la ventilation qui soit rassurée dans les caves. Beaucoup d'erreurs sont commises à ce niveau-là, c'est-à-dire les gens voient une vieille cave, ils disent « Ah, c'est magnifique, on va stocker toute notre marchandise dedans, on va stocker toute notre nourriture dedans. » Sachez bien que nos ancêtres utilisaient uniquement la cave pour stocker les fruits, le vin et les pommes de terre. Et tout le reste, c'était stocké sur des entresols et jamais dans la cave. Ce qui veut dire que la cave, elle est d'office plus ou moins humide. Son sol, en majorité des cas, on voit que le sol, c'est quasiment des petites maçonneries, des petites briques sur champ, pas vraiment des gros manœuvres au niveau du jointoiement puisque c'est probablement de la terre. On a une petite fosse à côté et on a un puits perdu qui va en effet enlever l'eau qui est accumulée dans la cave. Bon, grande erreur qui est commue, enfin je dirais dans 9 cas sur 10, c'est qu'on met directement une bonne dalle en béton là-dedans, ce qui veut dire que par étanchéité, la vapeur d'eau qui est dans la terre ne sait plus s'échapper, elle va se revenger, elle va rentrer par les fondations, puisque là, effectivement, vous n'avez pas pensé à ça, et la humidité ascensionnelle, elle va remonter beaucoup plus fort, elle sera en effet pulsée par cette pression qui est fort augmentée. Important aussi que sur les murs, on ne va pas essayer de faire des caves en béton puisque ça ne sert pas à grand chose. On fait des caves maintenant complètement étanches, disons avec une garantie, mais je vous jure qu'après une dizaine d'années, une quinzaine d'années, tout doucement, l'eau va quand même gagner et vous allez avoir un plus gros souci puisqu'à ce moment-là, votre mur derrière, il sera fort attaqué. Ventilation, importance de la ventilation, c'est que les gens, ils bouchent de préférence la petite fenêtre, la petite ouverture de ventilation, il la bouche avec une fenêtre triple vitrage. C'est bien, comme ça, la température dans la cave, elle remonte un peu, mais on oublie à ce moment-là que cette ventilation, elle est vitale, justement, dans un cas de figure d'une vieille cave. Et, si possible, au-dessus de la cave, on va mettre une bonne chape au ciment qui va faire vraiment un bunker complètement fermé, ce qui est néfaste effectivement si vous voulez stocker des marchandises dedans. Et on est tellement confronté maintenant avec des moisissures dans ce type de cave, puisqu'il n'y a plus de ventilation naturelle qui est prévue. Alors faites attention, essayez quand même de sauvegarder votre ventilation qui est dans si vous avez des vieilles caves, une vieille cave, mettez quand même la ventilation, laissez quand même ouvert, il y a une entrée et une sortie
Comme ça, vous allez voir que votre cave va se comporter beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai le petit résumé de ce qu'on a dit. Vous voyez là une cave dans laquelle je voudrais bien passer mes jours de confinement. Mais comme on voit, c'est devenu une cave à vin, mais c'est une cave du XVIIe siècle où on a fait un assainissement dans le sol, c'est-à-dire on a fait un hérisson, c'est un gros gravier par terre, on a mis des enduits à la chaux, base de sable et de chaux hydraulique, et on a fait des huilages et du cirage du sol pour obtenir un genre de dalle d'église, si vous voulez. Les murs, vous voyez jusqu'à une certaine hauteur, quasiment jusqu'à la partie supérieure de l'escalier. Vous voyez qu'il y a un bandeau avec un mortier d'assainissement qui va gérer, en effet, l'humidité ascensionnelle qui a lieu dans ces bas des murs. Ça ne veut pas dire qu'on résout le mouvement de la vapeur d'eau, on va la gérer d'une façon qu'elle n'est plus visible. Mais en effet, comme elle est ouverte à la vapeur d'eau, elle va passer à travers et là, vous n'avez pas de souci. Les clients ont tellement aimé la vieille voûte, ils n'ont pas voulu faire du chaulage dessus, alors ils ont mis juste un rejointoiement, de nouveau avec un bon mortier à base de chaux, qui est un mortier qui est pas fait selon la recette qui a été inventée par M. Vitruve 60 ans avant Jésus-Christ et qui est encore d'application dans tous les chantiers en Belgique, enfin dans le monde entier, c'est-à-dire un volume de chaux sur 3 volumes de sable, et de préférence de sable de rivière. On arrive dans les sols, voilà, sur étage, sol dans la cave. Voilà, je vous montre une petite photo d'une dalle de base. C'est quoi ici, dans ce cas de figure? Les clients ont opté de travailler avec un isolant qui est posé sur la terre crue. Et en effet, c'est un isolant, dans notre cas ici, en mise à port, c'est un produit, c'est en effet c'est un produit du verre broyé, et qui est ouvert à la vapeur d'eau puisqu'il laisse passer en effet l'humidité à travers un genre d'hérisson isolant. Et vous voyez les couches précédentes, les couches suivantes, en effet, ce sont des chaux hydrauliques qu'on a mélangées en deux étapes. Vous voyez bien qu'il y a deux différentes colorements, mais c'est en principe le même produit. C'est une dalle de base. Voilà, je vous montre la photo, comment est une chape à la chaux. Ce que vous allez remarquer par rapport à des chapes traditionnelles comme tout le monde les connaît, qui sont gris, qui sont très pulvérisants, enfin très poussiéreux et qui sont quasiment secs quand ils les projettent. La grosse différence, c'est qu'une chape à la chaux, elle est plus ou moins liquide. On peut quasiment la tirer. Vous voyez d'ailleurs aussi les demi-lunes là. C'est en effet chaque fois le monsieur qui a fait la pose, qui a fait son petit dessin dedans. L'avantage, c'est que cette chape-là, elle est plus dense et vous permet aussi, dans des cas de phase de projet de travaux, vous pouvez plus facilement marcher dessus et le charger, ce qui n'est pas le cas avec une chape traditionnelle puisqu'elle va poussiérer et elle va plutôt se décomposer. Je vous montre également une chape isolante et voilà, ça c'est un exemple d'une chape qui est faite avec deux composants, c'est-à-dire un liant hydraulique, de la chaux hydraulique, et le deuxième composant, en effet, ce sont des bouchons de vin en liège qui sont broyés, et ça c'est un produit vraiment belge, puisque c'est dans les ateliers protégés où ils produisent le cahier, enfin ils ont un cahier de charge que nous avons prescrit, et qui est utilisé. Et en effet, c'est un mélange, c'est une chape légère qui a au niveau de son poids qui est moins qu'un quart du poids d'une chape traditionnelle. Et elle a l'avantage qu'elle est isolante et en plus aussi acoustiquement, ça vous donne une isolation. Vraiment, certainement dans le patrimoine où vous avez des sols dans des bâtiments qui sont au bois, des anciens poutres avec des parquets, des planchers dessus, là vous pouvez utiliser certainement cette chape allégée qui va permettre d'avoir une isolation acoustique et une isolation en même temps thermique. Vous voyez la photo suivante qu'une fois qu'on avait posé ça, on a mis des serpentins d'une chauffage au sol librement sur des petites fixations. Et là-dessus, on a fait une finition avec un petit coulis de chaux, une petite chape traditionnelle pour faire la finition. Et là-dessus,
je pense que les gens, ils ont opté de travailler par après avec une chape polie, comme un sol poli que je vous montrerai. Voilà, ça c'est le revêtement chaud qui a été posé. Vous voyez d'ailleurs aussi les taches blanches partout apparaître dedans. Ça donne la charme, mais en effet, c'est la chaux aérienne, la chaux libre qui est dans le mélange, qui veut toujours faire coucou à la surface et qui donne des taches blanches que les gens apprécient maintenant et qui disent que effectivement c'est très joli. Question de goût, effectivement. Après, on a naturellement, on a huilé comme on fait avec un parquet d'habitude pour étancher mieux le sol. Et par après, le sol, il est ciré pour donner une résistance contre l'humidité. Mais de nouveau, c'est un sol qui mérite quand même un entretien par après, puisque c'est comme un entretien de parquet, quoi. Ici, voilà, on peut finir aussi avec des carrelages. Dans ce cas-ci, c'est une carrelage avec des petites tomates, de la terre cuite. Et vous voyez les joints, c'est fait avec une chaux hydraulique naturelle. De nouveau, là-bas, on peut choisir le grain, puisque c'est toujours le mélange avec du sable et avec un liant. Et alors voilà, je vous montre ici un beau projet avec une pierre de recup. C'est une pierre d'église qui a été, enfin une dalle d'église qui a été récupérée, qui est mise dans une ancienne ferme en carré. Vous voyez à gauche sur la photo, vous voyez que c'est une dalle qu'on a mis à base d'une chape à la chaux et avec un béton romain qu'on appelle ça. Un béton romain, c'est un mot chic pour vous dire que c'est la même chose qu'une dalle en béton, mais on change en effet le liant. On ne prend pas du ciment, mais on utilise de la chaux comme liant principal dedans. Ensuite, vous voyez que les pierres de récupération qu'on a mis, ça méritait un gros lit de pose de nouveau à base d'un mortier à base de chaux. Et pour faire la finition, pour faire le jointoiement, effectivement, si tu commences à jointoyer ça, ça devient un travail de fou. Alors, on a utilisé tout bêtement un coulis à la chaux, un chaux d'injection dans ce cas-ci. Et alors, une fois qu'il était bien rempli, ben, on a nettoyé. Et le résultat, vous voyez à droite en haut, vous voyez le résultat final. L'avantage dans ce cas de figure, c'est que même si le niveau de la chaux dans les joints commence à descendre, puisqu'effectivement, il y avait beaucoup de creux dans ce sol, à ce moment-là, ben, vous pouvez rajouter de la chaux le lendemain. Et vous pouvez rajouter, même si c'est 1 mm, vous pouvez encore rajouter un petit coulis dedans pour qu'on arrive à un résultat à droite. Ce qui n'est pas le cas avec tous les préformulés que vous pouvez acheter, qui sont des mortiers de jointoyage où vous ne pouvez pas, des jointoiements, où vous ne pouvez pas vraiment ajouter, encore rectifier le tir quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Dans les intérieurs, ben, effectivement, au niveau de la maçonnerie, ben, il faut pas, ici, vous voyez bien qu'il y a moyen à faire des joints à base de chaux. Ici, c'est la même chose. Ici, ils ont utilisé, comme si vous voyez un peu plus près dans la photo, vous voyez qu'il y a des lignes horizontaux. En effet, c'est de chaulage. C'est avec une barbotine à base de chaux qu'ils ont utilisé. Ici, mur intérieur, là, effectivement, ce sont des murs dans lesquels on injecte dans les joints, on injecte un mortier de chaux. Et comme les anciens murs ont des cavités à l'intérieur, ils vont en effet remplir ça et donner de nouveau de la solidité au mur. Voilà, au niveau d'enduisage, ici un exemple d'une vieille grange qui a été isolée à l'intérieur avec des blocs de chaux chanvre et où on a mis un enduit à la chaux pour intérieur pour finir. De nouveau, des mélanges avec des grains et à base toujours du même mélange. Voilà, de la même endroit. Deuxième photo. Voilà, ici, un mariage d'une ancienne, je pense que c'est une ferme du XVIIIe siècle où ils ont du contemporain et ils ont ajouté aussi des nuages, des murs d'accent avec de la chaux. Ce que vous voyez maintenant, c'est toujours, il y a des nuages dans la chaux, mais ça c'est logique, de nouveau, c'est une propriété de la chaux. Si vous aimez que ça soit tout strict et tout bien uniforme au niveau de la teinte, choisissez certainement pas de la chaux puisque vous allez être déçu, puisque le résultat, comme vous le voyez, est toujours moiré, toujours nuancé. À gauche, vous voyez un mur qui a été beurré, comme on dit. C'est un peu une technique qui est entre le chaulage qu'on met à la brosse et entre l'enduisage où on travaille vraiment en lisse. Voilà, c'est un choix, mais enfin, toutes les possibilités sont effectivement possibles.
Dans les extérieurs, voilà, on va reprendre un peu la même chronologie. On a de la maçonnerie. Ici, vous voyez une photo d'un mur qui a été restauré où on avait fait les bossages déjà dans les différents, vous voyez déjà les futurs bossages dans ce mur sont déjà faits avec la maçonnerie. Alors ensuite, on peut utiliser la chaux extérieurement, effectivement, pour le rejointoyage des différents murs extérieurs. Pour les fissures, pour injecter dans les fissures, ben, même chaux. On fait en effet la chaux à l'intérieur, on bouche complètement la fissure avec un jointoiement. Et par l'extérieur, on va par étape reboucher un demi-mètre, mettre un tuyau dedans et couler en effet la chaux d'injection qui est plus liquide. On va la couler dans le mur. Il va remplir tout doucement cette fissure et dès qu'elle déborde l'endroit où on a jointoyé, ben on referme de nouveau, on retire le tuyau et on remonte de nouveau une partie. Et comme ça, étape par étape, on peut reboucher en effet les grandes fissures qui sont dans ces murs-là et rassurer en effet la stabilité du bâtiment. On est aussi quasiment toujours en conflit avec tous les ingénieurs de stabilité, puisque les ingénieurs de stabilité, ils ont un peu peur de tous nos manœuvres avec notre chaux, puisqu'ils n'ont pas vraiment la preuve noir sur blanc que ça fonctionne, mais bon, le résultat est toujours là, et ce qui est quand même génial. Enduisage extérieur, vous voyez ici une maison qui est contemporaine, qu'on a utilisé de la chaux extérieure. Jointoyage, moulurage, voilà, vous voyez ici des moulures qui ont été fabriquées en atelier, mais à base de chaux, qui sont collées avec de la chaux et qui sont rejointoyées avec de la chaux, et en plus peints avec une peinture à la chaux. On peut dire, voilà, on a la complète, la totale dans ce genre de bâtiment. Vous voyez ici le résultat de ce fameux mur en bossage, comme on avait dit. C'est le mur, on a couvert avec de la chaux, de l'enduit, et peint par après. La photo ici à droite, vous voyez, ça c'est le chaudage ancien style, comme on faisait aux anciens étables, avec vraiment le petit bord, la petite plainte. À l'époque, il utilisait de la bitume naturelle. Ben, effectivement, maintenant, on utilise des enduits qui sont ouverts à la vapeur d'eau pour éviter qu'à l'intérieur, on va voir des remontées capillaires dans ces murs. Au niveau d'isolation, voilà, je vous montre une toute vieille maison au colombage où on a utilisé, à l'intérieur ici, on a utilisé les blocs chaux-chanvre pour le remplissage, pour assurer une bonne isolation. Et par après, ensuite, on a mis de l'enduit à l'extérieur. Ici, c'est une maison bruxelloise. Pour ceux qui sont de Bruxelles, ben, ils la reconnaissent probablement. C'est à Berchem-Saint-Agathe. C'est une maison qui est de les années 20 et où on doit faire attention. On devait faire attention puisque c'était construit selon le nombre d'or, pardon. Et alors, on n'avait pas le choix. On devait restaurer avec une fine épaisseur d'enduit d'isolation de l'extérieur. En effet, c'est de nouveau de la chaux mélangée avec du sable et avec des petites bulles de perlite qui sont dedans, qui donnent justement un facteur isolant. Je dirais plutôt un coupe-froid, puisque les valeurs isolantes ne sont pas performantes comme des produits vraiment type isolant qui sont sur le marché. Ici, je vous montre encore le résultat, c'est un peu plus contemporain, pour vous dire qu'on n'est pas toujours dans les vieilles baraques, mais on est aussi quand même capable de faire quelque chose de moderne. Et bien voilà, ça c'est en effet sur des panneaux de fibre de bois. C'est une construction en ossature de bois, ossature en bois et avec une finition dessus. Et je veux finir ma petite présentation avec les petits dégâts de ciment sur la chaux. Comme ça, vous savez ce qui est l'importance quand vous allez bloquer la chaux dans sa respirance et dans son fonctionnement du mur normal. Et vous voyez ici l'exemple d'une grosse couche de 2 cm de ciment gris des années 50, où ils ont mis ça sur un vieux mur, et vous voyez le dégât que ça a fait à la brique. La croûte de la brique, elle est complètement mangée. Elle est devenue vraiment de la poussière et le joint, il est en très mauvais état. Ici, je vous démontre comment la bonne capacité de la chaux. Vous voyez ici que c'est un vieux mur. On a décapé l'enduit puisqu'il était fort endommagé, mais c'était un enduit de 1850 qui était sur un vieux château et par infiltration, on était obligé de le réparer. Mais vous voyez qu'après enlèvement de l'enduit, la brique derrière, elle est intacte. Vous voyez que le joint n'a pas été touché. Tout est dans un parfait état, encore à l'ancien. Et alors, l'annexe du bâtiment, enfin l'aile qu'ils ont construit dans les années 30 et qui a été cimentée dans les années 60, mais voilà, on a décapé également. Et vous voyez le résultat après le décapage.
Ça veut dire, vous voyez que ici, toute la brique, elle est complètement mangée à cause des sels qui étaient bloqués derrière cette couche étanche. Et voilà, la dernière photo que je vous montre. Ici, c'est un peu le même théâtre. C'est en bas de mur, ils ont mis un genre de petit plinthe en ciment. Et voilà, le résultat, quand on a enlevé la petite plinthe en ciment, c'était catastrophique. Alors, règle en or, essayez pas de couvrir les murs qui sont restaurés à la chaux, enfin qui sont construits à la chaux. Gardez, s'il vous plaît, cette idée en tête. Si c'était construit à la chaux, restaurez avec des produits à la chaux et ne pas mettre d'autres barrières dedans. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, à vous. Merci beaucoup, Monsieur Segers. Alors, votre intervention a suscité quelques questions. La première, c'est quel type de chaux peut-on utiliser pour un badigeon extérieur? Il faut savoir qu'il y a déjà le nom badigeon est déjà quelque chose qu'on doit bien identifier ce que c'est. Un badigeon, en principe, c'est une peinture. C'est une peinture plus riche, plus épaisse, mais ça reste quand même pour nous des peintures avec des chaux aériennes. C'est une chaux aérienne, une chaux en pâte qu'on va utiliser pour ça. Il existe le chaulage, on peut chauler, mais quand on va chauler, on va utiliser plutôt un mortier qu'on a dilué très fort, qui est très liquide, mais qui est beaucoup plus consistant. Et alors, à l'heure actuelle, pour le chaulage, je préfère de travailler avec des enduits, des mortiers qui sont plutôt hydrauliques, puisqu'ils donnent une résistance beaucoup plus importante que par rapport à nos ancêtres qui utilisaient de la chaux aérienne. Et on voit sur les anciennes fermes des petites, je dirais des millefeuilles, des petites couches qu'ils ont mis année après année après année, qui méritent beaucoup plus d'entretien que par rapport à un chaulage. Mais bon, en tout cas, on peut dire les deux. Un badigeon, on le fait avec une peinture à la chaux épaisse, et un chaulage, on le met, il est un peu plus épais, on va arriver à 1,5 mm, plus ou moins comme épaisseur. C'est aussi une bonne moyenne de faire du cache-misère à des murs qui ont des petits problèmes, puisque ça va couvrir quand les briques sont pas en état magnifique. Alors à ce moment-là, on peut combler un peu les petits défauts dans les murs. Merci. Une deuxième question. Est-ce facile de nettoyer les joints à la chaux? Si les joints à la chaux, nettoyer, est-ce qu'on veut dire vider les joints à la chaux ou est-ce qu'on veut dire tout bêtement nettoyer? Parce qu'il y a quand même une différence. Nettoyer, bon, oui, si on fait pas des gros forces, il faut faire attention si on ne prend pas le sablage et on ne va pas attaquer avec des gros moyens, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui reste. Mais avec de la basse pression, on peut arriver à bien nettoyer les joints. Là, il n'y a pas de souci. Il faut toujours faire attention si on veut vider les joints et on veut, par exemple, refaire du jointoyage, c'est qu'il doit faire attention de ne pas attaquer avec la grosse disqueuse et pas aller profondément dans le joint, puisque vous pouvez carrément enlever le joint facilement et alors enlever le joint jusqu'au moment où il n'est plus pulvérisant, jusqu'au moment où il redevient un peu mastiqueux, si on peut dire ça, puisque ça, c'est encore une chaux réactive qui est derrière, qui peut servir en effet comme bonne accroche pour lequel on peut éventuellement remettre une nouvelle couche, repositionner une nouvelle couche de chaux de jointoiement dessus. Merci. Prochaine question. Peut-on mettre une chape à la chaux sur une dalle béton? Très difficile question, puisque oui, on peut le faire, mais il faut quand même se faire des précautions dans le sens où on doit quand même se rassurer de la bonne accroche, de voir qu'on va à ce moment-là certainement exagérer dans le bon sens du mot, mais exagérer dans le délai de séchage, puisque le support, comme c'est du béton, ne va pas vous aider pour le sèchement de votre matière, ni pour l'accroche. Alors là, il faut faire attention qu'en effet, votre local reste très longtemps bien ventilé et que vous n'avancez pas trop vite dans l'exécution de différentes couches et dans la mise en œuvre de cette chape, parce que sinon, elle risque de se fissurer et se décoller. Merci. Alors, il y a une question concernant, y a-t-il une utilité au mortier bâtard, donc chaux ciment, pour un cuvelage par exemple? Non, pour moi pas.
puisque si on a quand même, dans les chaux hydrauliques, on a quand même différents types de chaux hydrauliques qui vont d'une NHL2 jusqu'à une NHL5. Alors, si on travaille avec une NHL5, ça veut dire une chaux qui a une résistance plus importante. Déjà, aussi, quand elle est naturelle, dans beaucoup de cas, il y a des puzzolanes dedans. Et des puzzolanes, c'est la poussière volcanique qui va remonter, enfin, je dirais, resolidifier en effet sa résistance contre l'humidité. Alors là, on n'a pas vraiment besoin de bâtarder le mortier. Le mortier qui est beaucoup bâtardé, c'est, on avait vu dans la présentation de Benoît, les deux bonnes chaux de proximité qui sont la Waslon et qui sont la Beum, qui ont une NHL2, eux, ils ont besoin d'avoir un peu plus d'aide pour redevenir un peu plus solide. Et c'est pour ça qu'on fait mortier bâtard, qu'on ajoute du ciment. Mais en théorie, avec une chaux hydraulique naturelle d'une bonne qualité avec un NHL5, là, vous n'avez absolument pas besoin de bâtarder avec du ciment. Puisque, en tout cas, vous allez refermer un tout petit peu la perméabilité avec du ciment. Je n'ai plus de micro. Et là, je m'adresse tant à Benoît qu'à Ivo. Pourquoi le rejet du CO2 du ciment est-il supérieur? Sais-tu rappeler ta question, puisqu'on a eu un petit bug là au niveau de notre micro? C'était concernant le CO2. Mais en fait, on va devoir cuire bien plus haut les ciments. Les ciments, c'est 1400, 1450 degrés. Si on compare à la chaux aérienne à 900 degrés, on a besoin de beaucoup plus de chaleur pour la produire. Et puis, alors, le calcul exact, je ne sais pas, mais la chaux aérienne se durcit par carbonatation. Il y a une grosse part par carbonatation. Sur le ciment, ça va être plutôt hydraulique. Je pense que c'est pas très très fort. Je pense que ça se joue surtout au niveau de la production. On a fait un tableau comparatif, mais malheureusement je ne l'ai pas ici. Mais on a vraiment fait le calcul au niveau de ce bilan CO2 carbone, et on arrive quand même à des résultats qui sont spectaculaires. C'est-à-dire que le ciment, il dégage de la CO2 pendant sa production, mais il ne reprend rien, il reprend nul, zéro. Il reste, il n'y a pas de récupération. Tandis qu'une chaux aérienne, elle va récupérer une très grosse partie. D'après mon avis, on arriverait même à 60%. Une chaux hydraulique, elle reprend un peu plus, même. Elle va pouvoir récupérer dans 70% plus ou moins de son dégagement. Alors, en plus aussi, s'il s'agit des vieux fours traditionnels, enfin, je ne vais pas dire ceux qu'on a vus sur la petite photo là, mais des fours qui sont des fours verticaux. Alors là, effectivement, il n'utilise pas d'énergie pour alimenter le four, puisqu'une fois que le four est allumé, en effet, c'est rien que le charbon qu'on utilise qui va en autocombustion garder le four en fonction. Alors là, de nouveau, on a que la perte de CO2 du four, si vous voulez. C'est la seule vraie perte qu'on a avec de la chaux. Par rapport au ciment, tu as les deux, quoi. Tu as le four d'un côté et de l'autre côté, tu as le ciment lui-même qui dégage. D'accord. Alors en tout cas, un très grand merci pour vos interventions de qualité et de vous être prêtés à cet exercice. Alors l'ensemble du webinaire sera mis sur les sites Objectif Bluestone et FR à la suite de ce webinaire. Vous pouvez également envoyer vos questions à l'adresse objectifbluestone@gmail.com et nous vous ferons un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Alors, je me permets également d'introduire le webinaire prévu ce jeudi prochain. Il s'agit donc d'un webinaire sur la thématique de l'analyse du cycle d'un bâtiment, l'impact environnemental des matériaux. L'intervenant sera Monsieur Hugues Delcourt, ingénieur agronome en génie rural de la faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Ce webinaire sera organisé par le projet FAIR, mais également le projet Bâtissez 2 et Compétences sans frontières. Avant de nous quitter, nous vous demandons de compléter le petit formulaire d'évaluation qui va apparaître dans le chat. Celui-ci est très court, ne prend que quelques minutes et permettra d'avoir d'autres thématiques pour de prochains
webinaire. N'hésitez pas à consulter nos différents sites internet www.fer.eu et objectivebluestone.eu ainsi que nos pages Facebook et nos chaînes YouTube respectives. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à bientôt, j'espère. Bonne journée.